durée maximum de 15 minutes. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, l'interrogation présentement abandonnée à la sagacité de votre Conseil pourrait être celle au terme de laquelle le législateur n'aurait-il point excessivement estimé la plume, certes auguste, de ce romancier du droit que fut Honoré de Balzac, et ce, au détriment toutefois de celle, pourtant non moins estimable, du constituant. Car si le père, aussi éminent demeure-t-il du code des gens honnêtes, ou l'art de ne pas être dupe des fripons, se risqua, certes maladroitement nous le soutenons, à postuler d'un apophthegme au terme duquel la plus mauvaise des transactions n'en apparaîtrait pas moins meilleure que le meilleur des procès, nous entendons démontrer, à contrario, et soutenu en ce sens par nos écritures, qu'un bon procès, en l'occurrence celui présentement orchestré à l'encontre des dispositions de l'article 41-1-1 du Code de procédure pénale, puisse permettre, sous l'empire des droits et libertés que la Constitution garantit, de garder les justiciables de bien mauvaises transactions. Le législateur, aspirant au dessein certes ô combien louable de prime abord, d'accentuer la pertinence des sanctions pénales, de même que de renforcer la personnalisation des dites sanctions, vint à la date du 15 août 2014 doter la loi, expression de la volonté générale, dans le respect de la Constitution, d'une alternative supplémentaire au déclenchement de l'action publique par le ministère public. La dite alternative emporta, au terme des dispositions de l'article 41-1-1 du Code de procédure pénale, qu'un officier de police judiciaire, autorisé en amont à procéder de la sorte par le procureur de la République, puisse désormais, à bon droit, proposer aux auteurs de contraventions non forfaitisées, comme de certains délits regardés par le législateur comme étant, dirons-nous, de modeste ampleur, une transaction engendrant le terme de l'action publique. Si cette procédure, audacieuse, procéda donc certes des plus belles intentions, il n'en demeure toutefois pas moins que plaise à votre Conseil de constater que le dit article 41-1-1 du Code de procédure pénale ne saurait aucunement être regardé comme conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit. Et dans le dessein que démonstration vous en soit faite, il sera subséquemment produit, conformément à nos écritures, 4 moyens tenant à l'incompétence législative, à l'incompétence négative du législateur, en outre à l'impossibilité manifeste de recueillir l'accord libre et non équivoque du transigeant, à la méconnaissance du droit pour celui-ci de bénéficier de l'assistance d'un avocat, de même que, pour conclure, à l'absence de contrôle permanent et effectif de l'autorité judiciaire. S'agissant du moyen tiré de l'incompétence négative du législateur, il apparaît en tout état de cause de votre jurisprudence constante que ce grief tiré de l'incompétence négative puisse utilement être envisagé par tout justiciable, au soutien du recours introduit sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, pourvu que, et de façon cumulative, d'une part, il apparaisse que le législateur n'a point épuisé la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, et que, d'autre part, un droit ou une liberté constitutionnellement garantie s'en soit ipso facto trouvé affecté. Il sera conséquemment démontré qu'en n'assumant pas pleinement cette compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, le législateur a méconnu d'une part le principe de respect de la présomption d'innocence, et d'autre part, et ce de façon conjointe, les principes de clarté de la loi et de clarté et de précision de la loi pénale. En ce qui concerne le principe de respect de la présomption d'innocence, principe notoire dont votre Conseil reconnaît de façon constante qu'il s'érige au rang des droits et libertés que la Constitution garantit, et dont il incombe au législateur, sous l'égide de l'article 9 de la Déclaration de 1789, de garantir l'intégrité. Si certes aucune disposition constitutionnelle n'interdit à une personne de reconnaître librement sa culpabilité, de même si certes l'article contesté ne témoigne en rien d'une quelconque exigence que les faits reprochés aient été reconnus par le transigeant, il n'en demeure toutefois pas moins que résulte indéniablement de l'économie générale du dit article, comme des jurisprudences contiguës sur ce point, tant de votre Conseil que de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le caractère consubstantiel à toute procédure transactionnelle de la reconnaissance par le transigeant de sa culpabilité. Or, en demeurant lacunaire et en ne précisant en rien que dans le cadre de poursuites ultérieures qui pourraient être mises en œuvre conséquemment à un échec de la procédure transactionnelle, le procès verbal relatant les opérations préalablement réalisées par l'officier de police judiciaire
ne saurait aucunement, et ce, à peine de nullité, être transmise à la juridiction d'instruction ou de jugement ou produit devant elle par les parties à l'instance. Le législateur est manifestement demeuré en deçà de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, s'agissant pour lui de déterminer les règles de procédure pénale et sur ce fondement de s'assurer que la recherche des auteurs d'infractions ne conduise à la méconnaissance, en l'occurrence manifestement établie, du principe de respect de la présomption d'innocence. En ce qui concerne maintenant la méconnaissance, et ce à maint titre, des principes de clarté de la loi et de clarté et de précision de la loi pénale. Votre conseil de déduire de l'article 34 de la Constitution le principe de clarté de la loi, principe en considération duquel il incombe au législateur, pour prémunir les sujets de droit contre toute interprétation contraire à la Constitution et contre tout risque d'arbitraire, d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, et ce, sans reporter sur une autre autorité le soin d'ériger des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. De même, et de façon plus précise encore, votre Conseil déduit de façon conjointe des articles 34 de la Constitution et 8 de la Déclaration de 1789 un principe plus spécifique de clarté et de précision de la loi pénale, dont il résulte qu'il appartienne au législateur d'ériger des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure tout arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions. Or, considérant différents griefs tenant à une aberrante rédaction, l'article contesté apparaît comme ne respectant pas les exigences constitutionnelles précitées. En permettant en premier lieu qu'une procédure de transaction puisse se tenir en fait de rébellion, alors même que, poursuivant le dessein d'empêcher tout arbitraire, en ne permettant pas que l'officier de police judiciaire puisse conduire une telle procédure à l'encontre d'une infraction commise à l'encontre de sa propre personne, le législateur, et ce, de façon bien légitime, nous enseignent les débats parlementaires, a tenu dûment à exclure l'outrage du champ d'application de la transaction pénale. Infraction d'outrage et de rébellion, pourtant extrêmement proches d'un point de vue factuel. En permettant en deuxième lieu au juge homologuant de n'entendre le transigeant que s'il y a lieu, sans ne préciser en rien s'il s'agit d'une compétence, abandonnée à la discrétion du magistrat du siège d'entendre ou non la personne, ou à l'inverse, à contrario, s'il s'agit d'un véritable droit, d'une véritable possibilité pour cette personne de demander à être entendue. Et sans ne préciser en rien, qui plus est la tâche incombante au dit magistrat, alors même que depuis la décision 402 DC, votre Conseil impose que tout juge homologuant apprécie a minima la qualification juridique des faits, de même que s'assure que la personne mise en cause est librement et sincèrement reconnue être l'auteur des mêmes faits. En permettant de même, et sans la moindre précision subsidiaire, que soit abandonnée à la discrétion, si ce n'est peut-être même l'arbitraire de l'officier de police judiciaire, la compétence de décider d'une obligation pour le transigeant de consigner une somme d'argent. Et en permettant, en troisième et dernier lieu, au pouvoir réglementaire, cette fois, de déterminer le seuil en deçà duquel le délit de vol simple apparaîtra susceptible de transaction. Le législateur a, d'une part, manifestement méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, s'agissant pour lui de prémunir les sujets de droit contre tout risque d'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, et ce, sans reporter sur une autre autorité, qu'elle soit juridictionnelle ou administrative, en l'occurrence les deux, le soin d'ériger des règles appartenant au strict domaine de la loi, et a en conséquence, et d'autre part, manifestement méconnu les principes de clarté de la loi et de clarté et de précision de la loi pénale. S'agissant maintenant du moyen tiré, outre l'incompétence négative, de l'impossibilité manifeste de recueillir l'accord libre et non équivoque du transigeant. Bien que résulte de la décision 416 QPC que toute procédure transactionnelle suppose l'accord libre et non équivoque de l'auteur des faits, les dispositions de l'article contesté ne permettent aucunement de considérer que tel puisse être le cas. En refusant d'abord au transigeant toute information ayant trait à la situation qui est la sienne, alors même que nul ne puisse nier qu'une telle information concernant, à minima, la nature des faits reprochés, de même que leur qualification juridique, constitue d'une part une garantie certaine de l'intégrité du consentement donné, et s'érige d'autre part, tel un rempart contre une hypothétique déloyauté des autorités de poursuite. En refusant de même aux transigeants tout délai de réflexion, bien qu'un tel délai de pourtant apparaître comme indispensable pour que la proposition de transaction soit mûrie de façon sereine et que puisse être considéré que le consentement donné l'ait été en toute connaissance de cause et ne soit en rien équivoque.
en permettant ensuite qu'une telle procédure puisse intervenir s'agissant de délits punis d'emprisonnement, et donc sous l'empire d'une possible mesure de garde à vue, bien qu'il apparaisse inconcevable de décemment postuler que le transigeant, placé sous une telle mesure de contrainte, bénéficie de toute la lucidité nécessaire pour prendre une décision regardée comme étant libre et non équivoque. Contrainte et liberté étant deux concepts des plus antinomiques, votre jurisprudence de gardien de la Constitution ne faisant qu'en témoigner. En ne permettant enfin au transigeant, même s'il en faisait la demande, d'être assisté d'un défenseur au moment d'approuver ou non la proposition de transaction, la présence possible d'un avocat n'étant envisagée qu'au seul stade de l'homologation de la transaction par le magistrat du siège. Le législateur ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme plaçant le transigeant dans des conditions lui permettant, si le cas y est choix, d'accepter de façon libre et non équivoque la proposition de transaction émanant de l'officier de police judiciaire. S'agissant ensuite du moyen tiré précisément de la méconnaissance du droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat, bien que la dite décision 416 QPC précédemment citée témoigne également de ce que toute transaction suppose l'assistance éventuelle d'un avocat. Votre Conseil ne pourra présentement que déplorer qu'en l'absence de toute exigence que ce droit soit rigoureusement notifié, conformément à votre jurisprudence constante, le législateur ne peut être regardé que comme l'ayant manifestement méconnu. De surcroît, ainsi que nous le mentionnions, il apparaît d'une part que l'assistance d'un avocat, même si le transigeant en faisait la demande, ne soit permise au moment, bien que déterminant également, de l'acceptation ou non de la proposition de transaction, et que d'autre part, le magistrat homologant étant à même de décider de ne pas entendre le transigeant, une procédure de transaction, de nouveau, même si le transigeant en faisait la demande, pourrait parfaitement se tenir sans que, à aucun moment, celui-ci ne puisse bénéficier de l'assistance, pourtant sollicitée, d'un avocat. S'agissant, pour conclure, du moyen tiré de l'absence de contrôle permanent et effectif de l'autorité judiciaire. Nous nous étonnerions que tel puisse être le cas, toutefois, si votre Conseil ne retenait pas les arguments précédents, vous ne pourrez en revanche que constater que s'il résulte de l'article 66 de la Constitution, invocable au soutien d'une question prioritaire de constitutionnalité, que la police judiciaire, dans l'exercice des compétences que lui reconnaît le Code de procédure pénale en son article 14, doit être placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Votre Conseil a notamment précisé par la décision 389 DC que pour demeurer conforme au dit article 66 de la Constitution, un tel contrôle devait être permanent et effectif. Or, en permettant de façon discrétionnaire et suite à une autorisation du procureur de la République, dont il appert des débats parlementaires qu'elle puisse n'être qu'une simple autorisation générale sur le principe de la transaction, que l'officier de police judiciaire puisse d'une part décider du montant de l'amende transactionnelle dans la seule limite du tiers légalement encouru à maxima, de même que d'autre part enjoindre au transigeant de consigner une somme d'argent et ainsi de rendre la transaction exécutoire avant toute homologation qui demeure d'ailleurs encore hypothétique. Le législateur a manifestement créé une césure dans le contrôle de l'autorité judiciaire entre d'une part l'autorisation du procureur de la République et d'autre part la possible homologation de celle-ci par le magistrat du siège. Pour l'ensemble de ces raisons dont nous nous étonnons grandement qu'elles puissent être contestées par le gouvernement, alors même qu'un certain nombre de ces mêmes raisons, et non les moindres, faisaient partie d'un amendement, l'amendement 2102, déposé par le gouvernement devant la commission mixte paritaire, et amendement tendant à la suppression de l'article 41-1-1 pour motif d'inconstitutionnalité. Mais bien que cet amendement n'ait pas été repris par les parlementaires, et bien que la rédaction du dit article n'ait été en rien remaniée, le gouvernement, tel Janus, dieu romain aux deux visages, semble désormais, à en croire ses actuelles écritures, pleinement satisfait de cette procédure transactionnelle. Néanmoins, pour l'ensemble de ces raisons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, nous avons l'honneur de soutenir que plaise à votre Conseil de déclarer non conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit les présentes dispositions de l'article 41-1-1 du Code de procédure pénale. Je vous remercie. Merci, monsieur. Monsieur, vous avez la parole.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les hauts conseillers, l'article 41-1-1 du Code de procédure pénale, dont vous êtes aujourd'hui amenés à contrôler la constitutionnalité, institue une procédure alternative à des mesures répressives pour des infractions d'une faible gravité. Cet article permet à un officier de police judiciaire, sous contrôle du procureur de la République, de proposer une transaction à une personne suspectée d'avoir commis l'une des infractions entrant dans le champ d'application de cette disposition. Si cette transaction est acceptée par l'intéressé, homologuée par le juge du siège et par suite exécutée par l'intéressé, cela a pour effet d'éteindre l'action publique. Si la Cour de cassation a jugé bon de vous transmettre la question prioritaire de constitutionnalité portant sur cette disposition, il n'en reste pas moins qu'il revient au seul Conseil constitutionnel d'apprécier de la constitutionnalité de la dite disposition au regard des droits et libertés garantis par la Constitution. Or, le requérant a tenté de vous prouver, dans son mémoire, que cette disposition serait contraire à ces droits et libertés, et cela pour 3 raisons. D'abord, en ce que le législateur n'aurait pas épuisé toute l'étendue de sa compétence. C'est donc le moyen tiré de l'incompétence négative. Ensuite, parce que l'article 41-1-1 du Code de procédure pénale n'organiserait pas une procédure permettant d'assurer un accord libre et non équivoque de l'intéressé. Enfin, parce que la disposition, toujours selon les requérants, n'instituerait pas un contrôle effectif et permanent de l'autorité judiciaire. Nous reviendrons donc successivement et dans cet ordre sur ces 3 moyens. Renvoyons à notre mémoire pour une démonstration générale de la constitutionnalité de l'article et de la disposition en cause, et entendons donc vous démontrer que ces 3 moyens ne sauraient prospérer devant vous, et qu'ainsi l'article 41-1-1 du Code de procédure pénale doit être déclaré conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution. Concernons donc le premier moyen, tiré de l'incompétence négative. Nous préciserons que dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, ce moyen ne peut être soulevé que dans le cas où la dite méconnaissance affecterait par elle-même un droit ou une liberté garantie par la Constitution. C'est ce qui ressort de votre décision QPC numéro 2010-5. En l'occurrence, le requérant soutient que ce sont d'une part le principe de la présomption d'innocence, garanti à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme